Brice, bienvenue dans ce nouvel épisode de Yankee et je te remercie du temps que tu as gentiment accepté de nous accorder. Merci à C'est un toi de m'avoir pris plaisir de l'invitation. t'avoir. Plaisir Euh, partagé. Sachant que, voilà, on le disait en off juste avant, mais on a des connaissances en commun, on a vu passer l'un et l'autre nos noms respectifs, donc je suis content de pouvoir prendre un peu de temps pour discuter avec toi. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement aux auditeurs slash spectateurs de Yankee? Yes, du coup, Brice Schwarz, donc freelance depuis bientôt 3 ans et demi déjà. Je fais essentiellement du copywriting, donc des pages de vente, des emails, des choses qui sont là pour convertir, et du content marketing, donc de la production, de la rédaction, et la stratégie aussi, de plus en plus. Donc c'est les deux grandes casquettes. J'ai commencé étudiant freelance et en sortant d'école de commerce, je me suis lancé directement à temps plein. Et jusqu'ici, je regrette pas ce choix. Bon, top. Ok, donc deux casquettes, copywriting, content marketing. Euh, Est-ce que tu peux, donc tu l'as compris et tu le sais, le principe de l'interview, c'est de revenir sur ce premier client, celui qui a fait que tout a commencé. Tu l'as glissé en passant, tu étais étudiant freelance. Est-ce que tu peux nous parler de comment ça s'est passé pour toi? Yes, alors vraiment, c'était pas une grande stratégie calculée, hein, le lancement et le premier Yankee. C'était un petit job d'été. Ok. Avant de devenir un job étudiant et ensuite un vrai job et même une passion, c'était vraiment un job d'été. Je finissais une année Erasmus et j'avais 3 mois devant moi. Donc forcément, école de commerce, t'as un peu de temps en été entre fin mai et fin mi-septembre, on va dire. Ok. Du coup, j'avais un peu de temps et j'avais découvert par hasard une plateforme qui m'avait ciblé sur Facebook. Donc j'ai découvert vraiment le freelancing. Pour moi, je savais pas du tout ce que ça voulait dire. J'avais peut-être entendu le terme une ou deux fois, mais je savais pas du tout qu'est-ce que c'était ce mode de vie, quelle était cette manière de vendre ses compétences, de travailler en fait tout simplement. Donc je Mhm. me suis inscrit sur la plateforme en me disant, tiens, je vais voir ce que cette plateforme me propose. Je voulais pas du tout me lancer à temps plein. J'ai vraiment suivi ce que la plateforme me recommandait de faire. Je me suis inscrit, micro-entreprise, SIRET, démarche, URSAF, tout ça. Mhm. Euh, et du coup, j'ai commencé à chercher les offres parce que c'est une plateforme qui propose encore des offres. Et je regardais un peu ce que je pourrais faire. Donc, il y avait des études de marché, du marketing, la rédaction. C'est des choses que je connaissais à peu près, vu que bah, j'avais quand même étudié déjà 4-5 ans le marketing à cette époque-là. Ok. Donc, j'ai commencé à envoyer des petits messages aux clients qui cherchaient des freelances sur ces sujets-là. Et rapidement, je me suis rendu compte que sur les sujets marketing stratégique, marketing opérationnel, études de marché, etc., je savais ce qu'il fallait faire, mais je manquais quand même d'expérience parce que je ne l'avais jamais fait en entreprise. Mhm. Donc, j'avais un peu du mal à savoir comment me vendre là-dessus, même comment faire le job, en fait, tout simplement. Et j'ai découvert une offre de rédaction. À l'époque, je ne savais même pas trop que c'était un métier, en fait. Donc, j'ai envoyé un message, je demandais exactement qu'est-ce que le client recherchait. Euh, c'était euh, c'était un petit blog, en fait, d'organismes de soutien scolaire à Paris. Et du coup, il cherchait quelqu'un pour rédiger quelques articles par semaine. Donc je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Donc je disais, à l'époque, forcément, quand tu n'as pas encore eu de clients, tu vends ce que tu peux vendre. Donc moi, je disais que j'avais toujours été bon dans les matières littéraires, que j'aimais écrire, que c'est quelque chose que je savais plutôt bien faire, et que je me disais, tiens, pourquoi pas mettre cette compétence-là à votre service, quoi. Donc on a commencé à bosser ensemble, c'était le premier client. Et bon, à l'époque, on va pas parler des tarifs, hein, parce que c'était pas bénévole non plus, mais bon, c'était pas loin. Ouais. Mais en tout cas, pour un petit job d'été, c'était intéressant, quoi, puisque ce premier client-là m'a permis ensuite de me sentir plus à l'aise là-dessus, Mhm. sur la rédaction. J'ai rapidement arrêté de chercher d'autres types de missions, parce que je me disais que en petit job à côté, comme ça peut être sympa de faire juste de la rédaction. Et puis le marketing, éventuellement le bizdev, d'autres sujets comme ça, je pourrais très mal le faire plus tard, Mhm. quand j'aurai plus d'expérience, quoi. Mhm. Euh, et après, en même temps, je faisais quelques mois après cet été-là, j'étais en stage, donc j'étais recruteur d'ingénieurs dans une start-up à Paris. Et le soir et le week-end, continuer à écrire des articles, à écrire des articles, à écrire des articles. Euh, voilà. Après, il y a eu la casquette SEO qui s'est rajoutée au fur et à mesure avec les clients, avec les petites formations, souvent gratuites d'ailleurs, ou des trucs Udemy. Voilà. Mhm. Pas besoin de faire des formations à 2000 balles sur le SEO pour savoir faire de la rédaction SEO en tout cas. Ouais. Puis après, copywriting, pareil. Premier client copywriting, je savais pas que c'était du copywriting à l'époque. C'est-à-dire que c'est une petite agence lilloise qui m'avait contacté pour refaire les textes de son site. D'accord. Euh, toutes les,
toutes les pages, en fait, donc y compris les landings, y compris les pages services, y compris la home. Donc pour moi, c'était de la rédaction. Donc j'ai Mhm. dit oui direct et j'ai fait le site, c'est très bien passé. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, ça, c'était différent de la rédaction. Parce que forcément, le but sur une page web, c'est pas le même que sur un article. Ouais, ouais, bien sûr. Voilà pour les débuts. Ok, donc c'est intéressant de voir que au départ, tu t'es plutôt lancé plus par curiosité, parce que tu le dis toi-même, tu connaissais rien au freelancing, tu savais pas ce que c'était. Tu t'es dit, tiens, ça a l'air intéressant, ça peut être un bon moyen de se faire un peu d'argent le soir et le week-end, d'avoir un peu d'expérience professionnelle. Ce que je trouve assez intéressant aussi, c'est le fait que tu t'y sois allé de manière un peu itérative, c'est-à-dire que tu étais familier avec les sujets du marketing, puis après tu t'es dit, ah, marketing stratégique opérationnel, je suis peut-être pas encore très bien assis là-dessus. Tiens, bah, la rédaction, c'est un truc que je maîtrise un peu mieux, ou en tout cas sur lequel je me projette plus facilement. Je vais aller tester ça. Et puis une opportunité en amenant une autre, tu as continué, tu as continué, tu as continué. Mais tu l'as fait de manière assez naturelle, quoi. Tu t'es pas mis une pression en te disant, dans 6 mois, il faut que je me tire un salaire avec ce truc-là, sinon c'est mort, quoi. Mais ce qui est... malheureusement parfois le cas de pas mal de gens qui se lancent, qui se disent, bon, bah ça y est, c'est bon, je franchis le cap, j'y vais, je me lance en indépendant, et qui du coup se mettent une pression folle parce qu'ils se disent, faut que je génère des missions, des nouveaux clients pour pouvoir me tirer un salaire le plus vite possible, ce qui n'a pas Ouais. été ton cas. Donc je pense que c'est pas mal parce que ça enlève cette pression-là, puis ça te permet de prendre un peu de recul et ça t'offre la disponibilité et la possibilité d'essayer d'imaginer une activité qui te ressemble, quoi. C'est-à-dire que tu prends pas toutes les missions qui passent juste parce qu'il faut que tu factures et que tu fasses du chiffre Mhm. d'affaires. Ça te permet aussi petit à petit, j'imagine, d'affiner un peu, on va dire, la typologie de clients que tu apprécies ou avec lesquels tu choisis de travailler. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Tu as fait pas mal de missions différentes et au fur et à mesure, tu as réussi à préciser un petit peu le spectre sur lequel tu avais envie d'intervenir ou volontairement, tu t'as fermé aucune porte et tu t'es dit, je vais rester sur un truc très large. Bah, disons que je suis quand même resté, enfin assez rapidement, je me suis vraiment spécialisé sur la rédaction. Mhm. Après, au fur et à mesure, il y a le copywriting et la stratégie de contenu qui sont venus s'ajouter à tout ça. Niveau typologie de client aussi, à un moment, j'ai commencé à plus me spécialiser parce que je comprenais que par rapport à mon profil, à Mhm. ce que je projetais, à la manière dont je travaillais, je m'entendais mieux avec les clients un peu start-up, indépendants, agences, Ok. qu'avec les grands groupes où il y a beaucoup de process, il y a beaucoup de personnes, d'interlocuteurs euh, ce qui convient très bien à certains, hein, mais en tout cas, moi, c'est pas forcément là où, là où je travaille le mieux. Et sur les sujets aussi que je traite, parce que quand on fait du contenu, il faut quand même maîtriser un peu le sujet qu'on traite, surtout si c'est des sujets complexes. Mhm. Je te donne deux exemples. J'ai déjà travaillé par exemple sur le sujet de l'automobile. Donc ça, aujourd'hui, je le fais plus forcément pour des raisons plutôt d'engagement écologique, on va dire. Mais à un Mhm. moment donné, je travaillais pas mal sur des sites assez connus d'automobile. L'automobile, en fait, c'est un sujet qui est forcément, si tu connais pas le sujet, enfin, tu peux pas inventer. Enfin, Ouais. tu peux pas l'inventer. Donc il faut faire des recherches. Une fois que tu as compris, c'est bon. Mhm. Par contre, il y a d'autres domaines comme le logement social, où là, c'est pas en lisant quatre articles et en regardant deux vidéos sur YouTube que tu vas comprendre le sujet. Ouais. Et là, c'est quelque chose qui est vraiment complexe. J'ai bossé avec un client pendant quelques mois là-dessus et à un moment, on a dû arrêter parce que bah, je l'ai redirigé vers quelqu'un, vers un autre rédacteur Ouais. qui était capable de gérer ce sujet parce que clairement, si tu débarques dans le logement social, c'est quelque chose de très institutionnel avec beaucoup Mhm. d'organismes, beaucoup d'acronymes, beaucoup de règles, etc. Tu peux pas t'improviser expert, quoi. Donc à un moment, j'ai réduit mes thématiques. J'ai dû travailler sur une trentaine de thématiques en tout. Et aujourd'hui, je travaille plutôt sur peut-être une dizaine. Ok. Des choses plutôt retail, plutôt tech, startup, énergie aussi, parce que j'ai eu l'occasion de travailler pas mal là-dessus. Mhm. Voilà. Du coup, je les précise maintenant sur mes profils sur une plateforme et sur mon LinkedIn et sur mon site. Comme ça, on me Ok. propose moins de choses sur des sujets un peu complètement en dehors de ma zone, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que on parle beaucoup de la création de contenu et puis j'ai eu quelques personnes dans le podcast qui font du content marketing, que ce soit Alexis Minkela ou même Victoria qui est rédactrice, etc. Euh, et c'est vrai enfin, ça doit pas être évident au départ parce que tu dois être un peu partagé entre l'idée de te dire, bon, bah, il faut quand même que je prenne des missions et il faut que commence à me construire mon portfolio et à construire un peu mon track record, etc. Mais d'un autre côté, c'est vrai que on parle pas toujours du fait que tu
t'es pas compétent et tu n'es pas légitime pour écrire sur tout et qu'il y a des sujets qui sont assez complexes et qui sont pas, effectivement, comme tu l'as dit, que tu peux pas appréhender avec 2 vidéos YouTube et 3 articles, quoi. Mhm. Donc c'est vrai que c'est un vrai truc qui, je pense, joue sur l'activité de beaucoup de gens qui se lancent sur le même créneau que toi. Donc, tes premières missions, tu les as trouvées sur une plateforme. Est-ce que tu as continué avec cette plateforme? Est-ce que tu t'es inscrit sur d'autres plateformes ou est-ce que tu as essayé de t'extraire de cet écosystème-là pour construire ton activité de manière un peu différente par la suite? Comment s'est passée la transition entre les premières missions en tant qu'étudiant via cette plateforme-là à je suis freelance full-time et c'est mon job aujourd'hui? Mhm. Justement, c'est une belle transition. Ma manière de travailler aujourd'hui, mon acquisition, etc., n'a plus rien à voir avec celle d'il y a 3 ans et même d'il y a encore 1 an et demi, 2 ans de ça. Mhm. Au départ, j'étais vraiment freelance des plateformes. Donc j'ai choisi, voilà, j'étais pas sur les plateformes de rédaction hyper low cost, j'étais pas sur les plateformes de freelance un peu douteuses, j'étais sur deux, trois grandes plateformes très connues, enfin, qui sont pas parfaites, mais qui en soi restent pour moi les meilleures. Et du coup, ça se passait plutôt bien là-dessus. Mais voilà, je commençais à avoir des demandes via LinkedIn naturellement, sans même publier de contenu à l'époque, Ok. parce que j'avais un profil bien optimisé, j'avais bossé là-dessus, bien référencé, parce que j'avais les bons mots-clés, parce que je vendais déjà le truc il y a 3 ans. Mhm. Et il y a plusieurs problèmes pour les plateformes. Déjà, il y a la commission, mais au-delà de ça, il y a le fait que aujourd'hui, je me rends compte que quand tu te dis indépendant, mais que tu travailles essentiellement, voire uniquement avec des plateformes, t'es pas vraiment indépendant, puisqu'au final, Mhm. tout ton apport d'affaires, tout ton business, c'est les plateformes qui le génèrent à ta place. Mhm. Euh, Au niveau de la facturation, pareil. Au niveau de la compta, pareil. Au niveau de ton image, t'as pas vraiment d'image si tu restes que sur les plateformes. Mhm. Ton seul profil visible, parfois référencé sur certaines plateformes, sur Google, mais ça reste sur la plateforme. Donc j'ai commencé à me dire que LinkedIn, ça devenait peut-être une opportunité il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. Donc là, Mhm. j'ai commencé à publier de plus en plus, à me connecter avec des personnes, à interagir avec elles. Et après, j'ai créé un site aussi au moment où je me suis lancé pour de bon, donc c'était début 2019. Ok. Euh, J'étais en train de finir mes études et du coup, en parallèle, j'ai lancé mon site juste avant. J'étais en alternance aussi en même temps, donc c'était un peu tendu la fin entre l'alternance, les cours forcément, les partiels, euh, le lancement du site, Mhm. les clients aussi que j'ai pris de l'avance, donc je commençais à bosser avec de plus en plus de clients avant de me Ouais. lancer à temps plein. Donc Ok. l'avantage de ça, c'est que mon premier mois freelance temps plein, juste après la fin de l'alternance, j'ai tout de suite gagné 2 fois plus qu'en alternance, et ça s'est Ouais. tout de suite bien passé. Mais bon, disons que je sortais plus trop et mes week-ends, je savais ce que je faisais, quoi. Ouais. Donc voilà, et là aujourd'hui, j'ai encore une seule plateforme qui marche, mais c'est pas la même que celle sur laquelle j'ai commencé, pardon. Ouais. Et aujourd'hui, c'est pas mal de LinkedIn et de plus en plus de demandes en direct. Ok. Et aussi, forcément, après 3 ans et demi, de plus en plus de recos, de réseaux, parce que je connais aussi de plus en plus de freelance. Je fais partie de petits groupes, pas forcément de collectifs en tant Mhm. que tel, mais en tout cas de petits groupes où on discute ensemble. D'accord. Et du coup, on se propose des missions comme ça. Tiens, il y a un client qui m'a approché pour telle mission. Moi, j'ai pas le temps. Est-ce que quelqu'un est dispo? Mhm. Et du coup, comme ça va. Franchement, depuis là, presque 1 an, j'ai pas prospecté. Sachant qu'au début, je prospectais pas mal via LinkedIn. Je faisais des mails à des agences comme ça. Je me rappelle, quand je me suis lancé à temps plein, pareil. Début 2019, j'ai envoyé un emailing à une cinquantaine d'agences. Ok. Donc je me suis créé ma petite liste Mailchimp et j'ai fait ça. J'ai fait un petit emailing sympa en me présentant, en expliquant ma proposition de valeur et comment je pouvais les aider, etc. Ouais. J'ai eu 2 réponses, je crois. Ils voulaient un peu me sous-payer, donc je me suis dit, c'est pas forcément la meilleure idée. Ouais. Au final, aujourd'hui, pour tous mes clients, presque, c'est eux qui m'ont trouvé, ou alors ça s'est fait via Reco, etc. Ok. Euh, Grâce au contenu, ils m'ont trouvé, grâce à ce que je publiais, au bouche à oreille, etc. Donc aujourd'hui, ça marche Ok. bien comme ça. Alors, il y a 2 choses sur lesquelles je voudrais revenir là dans tout ce que tu as dit. Il y a évidemment la création de contenu, puisque je sais que c'est quelque chose dont tu es un peu le fervent défenseur à quelques conditions, parce que le contenu pour le Bien sûr. contenu, on en parlait un peu en off juste avant, ça n'a pas forcément de sens, donc il faut le faire de manière intelligente. Je voudrais juste revenir juste avant ça brièvement sur un truc. L'aspect recommandation dans ton business.
ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que c'est pas recommandation que de tes clients pour d'autres clients. Tu as aussi ce Mm. truc de dire, même entre freelance, même Ouais, si on se recommande pas forcément directement, mais au moins on se refile du business. Et donc, ça a du sens plutôt que de voir les autres freelances comme des concurrents et de te dire, je m'enferme dans mon truc et je cloisonne et c'est moi, et je développe mon activité. De dire, bah, ça a du sens de rejoindre tes communautés comme ça, d'apporter de la valeur comme tu peux, soit en faisant des retours d'expérience ou effectivement, quand tu as des opportunités sur lesquelles toi, tu peux pas te positionner, bah, d'éventuellement placer des copains qui, eux, sont plus disponibles à ce moment-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait de manière un peu... ces écosystèmes-là, tu les as rejoints parce que tu voulais aller chercher bah, des retours d'expérience, parce que tu avais besoin d'échanger avec d'autres indépendants pour t'aider à mûrir ton activité, à la faire grandir. Comment ça s'est passé et comment ça se passe encore aujourd'hui pour toi dans ces groupes-là que tu as pu rejoindre de freelance? Euh, en fait, ça s'est plutôt fait, en fait, pour revenir un peu en arrière, si tu veux, depuis à peu près ouais, un an et demi, j'ai pris l'habitude de rencontrer, que ce soit virtuellement, par téléphone ou en physique, pas mal de freelance Mhm, ou d'experts ou de professionnels, en tout cas du marketing de contenu, du copywriting, etc. Donc j'avais l'habitude, avant le confinement, d'aller une fois par mois à Paris, mhm, d'aller une fois par, aller de temps en temps, en tout cas à Lyon. Parce que moi, à la base, maintenant, en tout cas, je suis dans le sud, je suis à Aix-en-Provence, donc j'ai Marseille aussi qui est à côté, où il y a pas mal de mhm. monde. Et je viens du nord-est, donc de Metz. Là-bas aussi, du coup, je connais quand même pas mal de monde. Et j'ai fait mon école à Montpellier, donc ça fait que j'ai des points Ok, d'attache un peu partout. ouais. Euh, et au final, quand tu as l'habitude un peu de bouger, tu te rends compte que c'est pas si long de faire 3-4 heures de train, ou même 7-8 heures. Quand tu t'habitues, tu bosses dans le train, tu Mhm, fais ce que tu veux, c'est pas la mort non plus. Et du coup, quand je peux rencontrer des personnes en physique, je le fais. Quand je peux pas ou que j'ai envie juste de faire un petit coup de fil d'abord, on s'appelle, on se fait un Skype, on se fait un Zoom. Euh, Au final, il y a eu une sorte de rassemblement dans le sens où je me suis rendu compte que, tiens, je connaissais telle personne, je connaissais telle autre personne, et ces deux personnes-là commençaient aussi à échanger entre elles. Et à un moment, il y a eu un petit écosystème. Donc là, je fais partie d'un petit groupe, d'un petit Slack où on est une dizaine. mhm, Euh, et pareil, on parle de plein de choses, des sujets plutôt pro, mais souvent perso, on rigole, on s'échange des offres de mission, justement. Et après, au sens plus large, je connais aussi des gens avec qui on s'entend bien. Parfois, moi, je leur transmets des offres que j'ai vues, ou en tout cas un besoin mhm, chez un client, quelqu'un qui a publié un post LinkedIn, quelqu'un que je connais qui m'a dit, tiens, je- par exemple, un client à moi aussi qui me dit j'ai besoin d'une petite vidéo d'entreprise en motion design sympa. Est-ce que tu connais quelqu'un? Donc moi, je commence à activer mon réseau, comme on dit. Et du coup, bah, c'est plutôt cool parce que quand tu fais ça, tu te rends compte que bah, déjà, c'est hyper positif comme processus, puisque toi, tu aides plusieurs personnes à la fois et après, on vient te chercher ensuite parce qu'on sait que tu es mhm, quelqu'un qui donne avant de vouloir prendre. Donc c'est une bonne dynamique, je trouve, et justement cet aspect communauté des freelances plutôt que l'aspect océan de requins, mhm, concurrence, c'est hyper important. Et enfin tous les grands, les figures un peu du freelancing qui ont des podcasts, qui font des vidéos, qui sont très présents, ils ont pas mal contribué, je trouve, à propager cette culture-là, cette culture de la communauté freelance, je trouve. mhm, Et aujourd'hui, tous les freelances à qui j'ai échangé, il y en a presque, enfin, je me souviens pas qu'il y en ait un seul qui m'ait dit ouais, non, je ne veux pas trop parler de mes clients, ouais, non, vas-y, je parle pas de tarif, ou mhm, je te communiquerai pas le détail de mon offre parce que je veux pas que tu copies ce que je fais. Ou... C'est toujours l'échange, toujours l'entraide aussi. Euh, Enfin, pareil, on a tous, je pense, quand on se lance, quand on débute en freelance, poser des questions à des parfaits inconnus sur LinkedIn ou ailleurs, parce qu'on a vu qu'ils avaient l'air de s'en sortir pas trop mal. ouais, Et puis c'est plutôt cool. Et faut pas oublier aussi que la différence entre un freelance et une entreprise, pourquoi est-ce que les entreprises font moins ça? Parce qu'une entreprise, souvent, il y a la scalabilité qui fait qu'ils peuvent gérer beaucoup de clients. mhm, Une agence un peu moins, mais il y a quand même cette possibilité-là, en externalisant par exemple. Alors qu'un freelance, une fois qu'il est full, bah, il est ouais. full, il va pas non plus Il n'y a que décupler son 24 heures dans une journée, donc tu peux pas, C'est ça. il y a une limite à ce que tu peux faire, étant donné qu'en général, quand tu es freelance, tu vends du temps passé, quoi, grosso Voilà. modo. C'est cool. Tu as dit un truc, bon, ça me fait faire un petit détour, mais je saisis l'opportunité au vol. Tu as dit, dans tous mes échanges, j'ai rarement rencontré un freelance
qui était vraiment secret, qui restait sur son truc en disant je te parle pas de mes offres, je te parle pas de mes tarifs, je te parle pas de mes clients, etc. Je sais que pour toi, la transparence, l'honnêteté et l'authenticité, c'est des choses qui sont importantes, c'est des valeurs que tu mets vachement en avant dans ta communication. Je sais que tu as communiqué assez ouvertement sur plusieurs aspects de ton business, le lancement de ta formation un peu plus tôt dans l'année, etc., où tu parles voilà, du nombre de personnes que tu as sur ta newsletter. Je me souviens d'un post où tu as parlé du fait que ben voilà, pour la première fois en un an, tu faisais un mail qui était destiné à vendre quelque chose, donc ta Ouais. formation en l'occurrence, et tu disais, voilà, j'ai perdu 30 ou 32 abonnés juste avec ce mail-là. Bon, bah, c'est dommage, mais c'est le jeu, c'est comme ça. À un moment, c'est aussi la règle du jeu, entre guillemets, de se dire, on donne beaucoup de contenu gratuitement, mais aussi parce qu'on essaye de construire des choses à côté, c'est ce qui est vrai, tu vois. Euh, je trouve ça assez cool parce que, en plus, tu l'as dit, il commence à y avoir quelques leaders qui émergent un peu sur la communauté freelance et sur la communauté des indépendants. Et puis c'est vrai que quand tu regardes ces gens-là et que si ton étalon, ça devient ces personnes-là, ça peut être impressionnant pour des personnes qui se lancent. Et je pense que le truc l'avantage d'avoir une communication qui soit la plus transparente possible dans la mesure de ce que tu peux te permettre enfin, de ce sur quoi tu peux te permettre de communiquer, c'est que ça va aussi aider à démystifier pas mal de trucs, quoi. Et c'était un Ouais. peu aussi le but avec ces interviews-là, c'était de dire bah, des gens qui aujourd'hui ont des activités qui fonctionnent très bien, qui se rémunèrent plus que correctement. Quand elles ont commencé comme tout le monde, en écrivant des articles pour un petit blog ou en faisant des petites missions qui n'étaient pas bien payées parce qu'elles n'avaient pas d'expérience, quoi. Euh, et je trouve que c'est intéressant parce que c'est un truc qu'on voit qui se généralise vachement, tu vois, le truc de full transparence pour beaucoup de startups qui communiquent assez ouvertement sur leur chiffre d'affaires, le nombre d'employés. Il y en a même qui parlent des salaires qui se versent. Je pense à Grégoire Gambato de chez Germinal qui communique tous les mois sur leur chiffre d'affaires mensuel et puis qui a annoncé il n'y a pas longtemps combien il se rémunérait avec son agence. Euh, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie de prendre part à ce mouvement-là? Comment est-ce que ça transparaît dans la manière que tu as de communiquer sur ton activité ou le contenu que tu peux créer au quotidien? Est-ce que c'est un truc que tu gardes toujours dans un coin de ta tête en te disant, bon, il faut vraiment... enfin, c'est important pour moi et donc il faut que ça transpire dans tout ce que je peux faire ou dire. Ce rapport à, voilà, à l'honnêteté, à la transparence, est-ce que tu peux en parler un peu? Yes. Du coup, je pense il y a plusieurs éléments de réponse. Déjà, je pense que c'est une question d'ère, d'époque. Euh, Aujourd'hui, les grands, comment dire, les grands messages marketing, les marques, parce qu'au final, enfin, en tant que freelance, on est une marque. Les marques qui sont très opaques ou c'est très de bullshit au final. On a de moins en moins confiance en elles parce qu'on on se doute qu'il y a sûrement des trucs pas clairs qui se Mhm. cachent. Alors qu'aujourd'hui, quand tu communiques sur tes valeurs, bon, les valeurs, c'est bien beau, mais encore, il faut prouver comment est-ce que tu les matérialises, comment tu les concrétises. Ça donne tout de suite beaucoup plus d'impact à ce que tu fais et beaucoup plus de crédibilité. Euh, Ensuite, il y a la question des personnes que j'avais découvertes qui faisaient ça. Je pense par exemple, un jour, j'ai été assez surpris, je t'avoue, de voir, tu connais Julia Couder de I Don't Think, j'imagine. Elle faisait en tout cas à une époque, tous les mois ou tous les trimestres, elle envoyait dans sa newsletter son bilan, en fait, son chiffre d'affaires. Et je trouve ça intéressant de voir ça, c'est qu'elle mettait par exemple, tiens, du coup, ce mois-ci, j'ai gagné 2343 euros avec mes prestats de community management, de réseaux sociaux, 1145 euros avec ma formation, etc. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, plus quelqu'un est médiatisé ou en tout cas a une certaine, un fort personal branding, assez présent, assez visible, réputé, il est invité sur les podcasts, sur des vidéos, etc. Tu as l'impression que c'est des gens qui sont millionnaires, qui ont créé des choses incroyables, qui ont une vie incroyable, peut-être, hein, mais en tout cas qui ont une vie cliché, une vie de rêve, quoi. Alors qu'en fait, tu te rends compte que c'est juste des gens qui mènent qui mènent leur barque, quoi, qui bossent et qui font leur vie, qui bossent peut-être même moins que toi et moi, et qui gagnent peut-être parfois même moins que toi et moi, mais qui Mhm. en tout cas font les choses comme ils le veulent, quoi. Et au final, tu vois, les personnes que tu as interviewées, il y en a certaines qui sont plutôt connues dans la sphère freelancing,
on ne sait pas vraiment combien ils gagnent. Mhm. Au final, c'est pas ça qui est important. Et le truc, c'est que je trouve plus tu communiques sur les notions financières, mais pas que, aussi sur ta manière de travailler, sur ta manière de choisir tes clients, etc. Plus ça rend le truc accessible à des nouvelles personnes qui veulent se lancer. Et puis ça te rend aussi plus humain. Et ça, c'est le dernier point, c'est que quand tu es un freelance, tu es une personne avant tout. Je disais que tu es une marque, mais tu es surtout une personne derrière cette marque. Et une entreprise, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit du grand groupe à l'indépendant, qui cherche un freelance, il cherche une personne. S'il a envie de travailler avec une agence, etc., outre les questions de budget, il aurait choisi une agence, il aurait choisi un outil, etc. Donc pour moi, quand tu es freelance, il faut communiquer sur qui tu es, sur ta personnalité, quitte à mettre un peu de perso dans ta communication pro. Moi, c'est ce que je fais avec la newsletter, ce que je fais sur mes réseaux. Je parle de sujets qui n'ont pas forcément de lien direct avec ce que je fais pour mes clients, mais qui en tout cas ont de l'importance parce qu'au final, souvent, j'ai des clients qui m'approchent pour ces sujets-là en me disant, tiens, bah, tu fais du content, tu fais de la rédaction, c'est très bien, comme beaucoup de monde. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est ton engagement écologique. Ou moi, ce que j'aime bien, c'est justement ce que tu disais, la transparence, etc. Et c'est ça qui permet de se différencier, parce que les gens qui font exactement ce que je fais, limite, tu pourrais prendre l'offre copier-coller, tu vois, c'est-à-dire de la stratégie, de la production de contenu et du copywriting. Il doit y en avoir des centaines, voire des milliers Mhm. maintenant. Ouais. Et outre le fait que on a tous un certain niveau d'expérience, moi 3 ans et demi, mais il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins, et un certain tarif. Pareil, ça va de 5 fois plus à 5 fois moins, j'imagine. Mhm. Ben, qu'est-ce qui peut te différencier? Ben, ta personnalité, ta manière unique de communiquer, ta brand voice, ton contenu, Mhm. justement. Et c'est pour ça que j'ai pas mal prôné ces derniers temps la création de contenu, parce que c'est ça qui permet de te différencier. Sauf si tu crées le même contenu que tout le monde, et c'est là Ouais. qu'on tombe dans le problème qu'on va peut-être aborder Ouais, plus ouais. tard. Non, non, mais c'est vrai que je rebondis juste là-dessus, mais oui, je pense qu'effectivement, on gagne à lever un peu le voile sur les coulisses de notre activité. On gagne aussi à mettre de soi dans sa communication, parce que comme tu le dis, à la fin de la journée, c'est du business, mais c'est aussi un humain qui rencontre un autre humain. Et pour toi et pour le client, c'est plus agréable de travailler avec quelqu'un avec qui tu as un fit, tu as des valeurs communes, tu partages quelque chose, tu sens qu'il se passe quelque chose. Euh, je pense ce que font. Tu vois, typiquement, par exemple, Victoria, donc, que j'ai reçu dans l'épisode juste avant que tu connais, c'est quelque chose qui m'a vachement frappé dans sa communication et ses prises de parole sur le réseau. Elle a un truc, et ça s'est vu dans l'interview, et c'est des retours que j'ai eu de pas mal de gens, ce côté hyper humain, hyper accessible, très spontané, qu'elle arrive vachement à mettre en avant dans le contenu qu'elle produit sur LinkedIn et qui, je pense, peut attirer aussi certains clients qui vont avoir envie de bosser avec quelqu'un qui est plutôt jovial, qui est plutôt ouverte, qui est plutôt sympa et avec qui tu te dis, bon, bah, non seulement elle travaille correctement, mais en plus, on va passer un bon moment parce que ça va être agréable de travailler avec elle. Et je pense qu'effectivement, tu parlais de ton engagement écologique. C'est sûr qu'il y a des boîtes, bah, pour elles, c'est important de pouvoir mettre en avant cette fibre-là ou cette composante de leur activité. Et qui de mieux pour le faire que quelqu'un qui a cet engagement déjà à titre personnel et qui aura d'autant plus à cœur de le véhiculer que c'est important pour lui, quoi. Donc je pense qu'effectivement, ça peut être un vrai critère de différenciation. Euh, c'est vrai que moi aussi, j'ai été surpris de voir le nombre de personnes qui commençaient à communiquer, même sur leur rémunération, leur chiffre d'affaires, etc. Je sais que, alors, je, je vais aborder un sujet, je sais que les Américains le font beaucoup, certains Américains le font beaucoup. Je sais que t'es pas forcément je me souviens d'un post que tu avais écrit sur bon, faut arrêter de prendre les Américains en référence, ils font pas que des trucs super, ce qui est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais je pense à des mecs comme Pat Flynn ou John Lee Dumas aux États-Unis qui communiquent qui ont leur income reports, qui publient chaque mois sur comment ils gagnent leur argent, etc. Et je me suis retrouvé une après-midi un peu à plonger tête la première dans ces trucs-là parce que je trouvais ça hyper intéressant. Et puis que les mecs, enfin, c'est huge, tu vois, c'est des gars qui font 100 000 dollars, 150 000 dollars de chiffre d'affaires par mois. Tu te dis, bon, ok, comment ils font, quoi. Mais effectivement, je trouverais ça intéressant de voir les personnes qui sont le plus exposées, on va dire, médiatiquement parlant, communiquer un peu plus ouvertement sur leur activité parce que ça pourrait, encore une fois, permettre de démystifier plein de choses. Pas forcément sur leur chiffre d'affaires,
mais ne serait-ce que quand un Thomas Burbidge te dit, bah, moi aujourd'hui, c'est 3 jours par semaine client, 2 jours par semaine ma création de contenu et ce que j'essaie de développer à côté, c'est super intéressant parce qu'à un moment, dans la tête de quelqu'un qui va lire ou entendre ça, il va pouvoir se dire, ah bah putain, c'est possible en fait. C'est possible en indépendant à un moment d'avoir des semaines où je fais que 3 jours de travail client et où je me prends 2 jours pour bosser sur d'autres trucs qui sont importants pour moi, en lien un peu avec mon activité d'ailleurs. Ouais. Donc je pense que de lever le voile comme ça permet aussi de, tu vois, ou quand Alexis parle de ses plans de 90 jours et Mm. pourquoi il a des plans de 90 jours et pas des objectifs annuels, bah, c'est intéressant aussi puisque du coup, quelqu'un qui se lance se dit, bah, tiens, ça peut être une manière pour moi de structurer le développement de mon activité au départ, déjà pour voir si ça fonctionne ou pas. Ouais, Donc, ça donne des pistes. ouais. Ça donne des pistes. Et puis tu te rends compte que, enfin, il y a une image aussi, je trouve, du freelance qui est, c'est dur, c'est un peu précaire, il faut bosser vraiment plus que quand tu es salarié pour Mhm. gagner pareil. Alors, je sais pas, j'imagine bien que tout le monde n'est pas dans la même situation. Il suffit de voir la différence entre, par exemple, si tu vas voir le Slack de certaines plateformes ou de certains groupes de freelance, tu compares ça à certains groupes Facebook de rédacteurs, etc. Alors, tu as l'impression qu'il ne faut pas le même métier, vraiment, Ouais. alors qu'ils proposent la même presta. Parce que tu en as qui disent qu'ils galèrent à boucler les fins de mois sur Facebook, alors qu'ils sont plus âgés, ils sont plus expérimentés, mais ils ont peut-être moins la fibre commerciale et l'esprit marketing. Alors que les autres te disent clairement qu'ils bossent 3-4 jours par semaine, qu'ils gagnent bien. Mhm. Et moi, je suis assez transparent là-dessus. J'en parle, quand je parle de trucs plutôt perso, c'est souvent dans la newsletter Ouais. ou parfois sur LinkedIn. Mais tu vois, le fait que je bosse, par exemple, là, depuis quelques mois, je bosse peut-être allez, 4-5 heures par jour en Mhm. moyenne. Bon, parfois le week-end aussi, si j'ai un truc à boucler rapidement. Mais Ouais. je bosse pas plus que 35 heures par semaine. Pourtant, je Mhm. gagne bien plus que si j'étais salarié. Mhm. Et après, bon, forcément, c'est un peu biaisé parce que ça fait 3 ans et demi que je fais ça. Et j'ai bien bossé mon personal branding, j'ai fait mes devoirs. Mhm. Donc, c'est pas il y a 1 an et demi, il y a 2 ans, je pouvais pas faire ça. Mais t'es pas obligé toujours de bosser plus et toujours plus. Tu vois, c'est un peu ça que je reproche dans certains posts LinkedIn, certains coups de gueule, quand je parlais des Américains aussi. Mhm. C'est cette culture de toujours bosser plus. Tu vois, même les side projects, le personal branding, la création de contenu, etc. C'est très bien, mais si à un moment tu as envie de lâcher un peu prise, bah, t'es pas obligé non plus de faire ça tout le temps. Il faut Mhm. juste voir, pour moi, l'aspect le plus important, même si, comme tu disais, c'est un peu tabou, l'aspect le plus important, ça reste l'argent. Si tu as assez d'argent pour, à la fin du mois, payer tes loyers, payer ton loyer, payer tes factures, te faire plaisir et avoir le niveau de vie que tu souhaites, bah, et que ça te prend 20 heures par semaine, pourquoi travailler plus en Ouais. fait? Ouais. Après, si tu as envie de gagner toujours plus et tu as un grand projet derrière ou tu as vraiment besoin d'argent, etc., bah, libre à toi aussi de bosser 60 heures semaine. Il n'y a pas de règle en fait. Et c'est pas Mhm. parce que tu bosses plus que tu es meilleur que les autres, même au sens littéral du terme. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu bosses plus sur ton sujet, sur ta compétence principale, que tu es meilleur que les autres. Forcément, plus tu bosses, plus tu es bon. Il y en a qui seront meilleurs que toi en bossant moins, etc. Mhm. Donc, il faut voir qu'est-ce qui fonctionne avec chacun et pas essayer d'appliquer à tout prix les méthodes miracles qu'on te vend dans les livres et dans les contenus au final. C'est bien pour l'inspiration des contenus, Mhm. mais à un moment, tu te rends compte que chacun a sa méthode miracle et plus les gens avancent, on va dire, dans leur parcours, plus ils essaient de développer leur propre méthode, leur propre stratégie. Regardez comment moi j'ai fait, regardez comment c'est unique. Et puis au final, tu te rends compte qu'ils font un peu la même chose, mais qu'ils utilisent des autres termes. Ouais. Donc au final, enfin, je trouve l'overdose de contenu, c'est dangereux, puisque bah, Bon, déjà, parlons-en du contenu, parce que c'est vrai que c'était un parlons-en, sujet qu'on parlons-en. qu'on voulait aborder. Et je sais que toi, tu as une position qui est assez, enfin, qui est nuancée sur le sujet dans le sens où tu es assez convaincu de l'utilité de la création de contenu pour générer des opportunités, pour travailler son personal branding, pour se faire connaître, etc. Mais tu poses quand même quelques réserves sur la meilleure manière de le faire. Je pense notamment à ton post sur trop de contenu tue le contenu, à vouloir publier plusieurs fois par jour, 2 newsletters par semaine, 4 vidéos et ben, on finit par noyer son audience, on finit par les perdre. Euh, et on finit par aussi, il y a un sentiment de lassitude quoi, qui finit par apparaître parce que tu alimentes constamment les gens et puis au bout d'un moment, les gens déjà n'ont pas le temps de suivre ce que tu fais. Ouais. Et c'est marrant parce que même nous, à notre petite échelle, on l'a vu, c'est-à-dire que Tirefest, aujourd'hui, en termes de création de contenu, jusqu'à assez récemment, c'était un article et 2 podcasts par semaine. Mhm. Là, on a 2 podcasts, 2 articles, sachant que les podcasts, on va fonctionner en saison, donc on va arriver doucement mais sûrement vers la fin de la première saison.
et qu'on va remettre l'accent sur le contenu écrit pour tout un tas de raisons. Mais même nous, tu vois, on reçoit des messages de gens qui nous disent putain, mais les gars, en fait, on n'arrive pas à suivre, quoi. On reçoit la newsletter le vendredi et on voit 2 interviews de 30 minutes minimum, plus Ouais, 2 articles. On n'arrive pas à suivre. c'est Et donc clair. là, on s'est dit, bon, il va peut-être falloir qu'on revoie un peu notre stratégie et puis qu'on lève un peu le pied sur certaines choses. Après, voilà, on s'était donné des périodes de test, on voulait voir jusqu'où on pouvait aller avec ce truc-là. Mais je suis d'accord avec toi que trop de contenu, c'est parfois l'ennemi du bien. C'est marrant parce que tout ce que tu as dit, c'est exactement ça. Et sur ce fameux post-là qui a plutôt bien marché, donc quand un post LinkedIn marchait bien, C'est que tu c'est as bien parce que ça touché. permet de le montrer à plein de personnes qui ne te connaissent pas et qui sont parfois même extérieures à ton milieu, etc. Donc tu as des avis qui sont très différents de ce que tu as l'habitude d'entendre. Je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui avaient un peu mal compris le post et qui m'ont dit oui, tu as raison, ne pas négliger la qualité au détriment de la quantité, etc. Alors que c'était pas du tout le but. Pour moi, trop de contenu de qualité, c'est pas bien non plus. Ça va aussi, il va se cannibaliser lui-même. C'est tout ce qu'on vient, enfin, tout ce que tu viens de dire, tout ce que j'avais dit, par rapport au fait de lasser son audience, de se lasser soi-même, de tout ça, que ce soit quali ou pas, c'est pareil. Bon, si c'est pas quali et que ça un peu fait à la va-vite, c'est encore pire, et là, vaut mieux rien faire que de faire ça. Si c'est quali, qu'il y a de la quantité, j'ai l'impression que tu vas un peu lasser ton audience de base, mais que tu vas attirer de nouveaux abonnés, de nouveaux followers, de nouveaux ce que tu veux. Donc c'est intéressant aussi hein, comme stratégie, mais je pense que c'est bien de varier. Ça peut être intéressant de faire des sortes pourquoi pas de sprint comme ça, où tu dis pendant 3 6 mois, tu vas créer beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu sur toutes les plateformes, tu vas tester des choses. C'est un peu ce que j'ai fait fin 2019, début 2020. Et à un moment, bah, là, j'en avais vraiment. Enfin, déjà, les gens avec qui je discute régulièrement, qui je sais qu'ils suivent mon contenu, je leur disais alors, t'as lu un newsletter de la semaine dernière ou même de la semaine d'avant? Ils me disaient, ouais, là, je t'avoue que je suis un peu en retard, mais c'est prévu et tout. Et du coup, j'en parlais dans une vidéo. Tu as vu la vidéo d'il y a 2 semaines? Ils me disaient, ouais, je l'ai vu passer, je l'ai mis dans ma liste, je l'ai ajouté au favori. Ah non, parce que sinon, j'ai aussi fait un article. Ah oui, il est dans ma liste de lecture, t'inquiète. Donc au Ouais. final, même les gens qui ont envie de te suivre, ils n'arrivent plus parce que, bah, faut être honnête, il y a de plus en plus de personnes qui créent du contenu vraiment bien, qui font des choses de qualité, qui mettent tout leur cœur et tout leur travail, tout leur cerveau. Donc c'est super. Mais à un moment, quand tu suis, admettons, tu suis 20, 30 personnes ou agences ou comptes ou marques et qui s'envoient tous une newsletter quotidienne et qui font tous des vidéos, tous des podcasts, Tu bah, peux tu dois faire des pas. choix. Tu Ouais. dois faire des choix et à un moment, tu tries, quitte à laisser partir certains très bons pour d'autres que tu trouves excellents. Euh, voilà, à un moment, c'est toujours plus d'écrémage. Euh, mais en tout cas, ouais, la lassitude, c'est un truc que j'ai vraiment aussi ressenti personnellement. Parce que quand j'ai bouclé la formation et la promo de la formation derrière, je me suis rendu compte que ça faisait 6 mois avec les webinaires, les vidéos YouTube, les articles, les passages dans les podcasts, les posts LinkedIn, à un moment, j'ai fait le tour. Clairement, le sujet de la création de contenu, de la marque personnelle, tout ça, je me suis rendu compte que même moi, en fait, quand je parlais, ça me saoulait, tu vois, parce que j'ai Ouais. l'impression de répéter la même chose en boucle. Alors forcément, tu as toujours des gens qui vont te dire que c'est intéressant, voilà. Mais à un moment, tu te rends compte que les premiers ceux qui te suivaient il y a quelques mois, ils interagissent plus parce qu'ils connaissent son discours. Et c'est pareil, tu vois, enfin, moi, quelqu'un que j'aime bien, qui publie, etc., je vais m'intéresser à ce qu'il fait pendant quelques mois. Et si je vois que ça tourne toujours un peu autour du même sujet, c'est un peu comme Gary Vee. Gary Vaynerchuk, aujourd'hui, tout le monde le connaît. Moi, je l'ai découvert il y a 5 6 ans. À l'époque, il avait peut-être 200 000 pardon, abonnés sur sa chaîne YouTube. Euh, C'était top, tu vois, moi, pendant un an, j'en ai bouffé tous les jours du Gary Ouais, moi Vaynerchuk. aussi, ouais. Ouais. Et après, j'ai vite arrêté parce que, tu vois, à un moment, tu es tellement attiré par la personne que tu regardes, par exemple, il sort une conférence d'1 heure et demie, tu dis, ouais, ça va être trop bien, je vais apprendre plein de choses. Et en Tu regardes fait, 10 minutes, tu te dis, mais il a répété presque la même chose qu'avant, ouais. ça n'a rien. Après, il fait une vidéo sur un nouveau sujet et tu te rends compte qu'en fait, c'est peut-être un nouveau sujet, mais il raconte quand même les mêmes choses dedans. La Et manière voilà. qu'il a de l'appréhender, ouais, fait que c'est sensiblement la même, quoi. Ouais. Et il a quand même, tu vois, par exemple, là aujourd'hui, il a, je crois, je vais pas dire de bêtises, mais il doit avoir plusieurs millions d'abonnés Il sur a 2,7 YouTube. millions sur sa chaîne YouTube. Ok, donc c'est Ouais. assez ouf. Ouais. Et à l'époque où je le suivais, donc il y a quelques années, là, il avait fait dans une vidéo un peu rant, tu vois, un peu coup de gueule comme il savait les faire. Il disait
je veux jamais atteindre le million d'abonnés sur YouTube. C'est pas du tout mon but. Moi, ce que je veux, c'est que vous passiez à l'action, que vous arrêtiez Mm. d'aller sur YouTube, vous arrêtiez de consommer du Exactement. contenu, commencez à Ouais. créer du contenu. Au final, bah, il a quand même atteint le million d'abonnés. Bon, c'est un peu comme PNL dans leur son à Ouais. l'époque, dans Mowgli, qui disait qu'ils passaient pas en radio, qu'ils passaient nulle part, ils faisaient ça voilà, dans leur coin et tout. Et puis au final, bon, le succès leur est malheureusement tombé dessus. Ils ont fini Euh, par être rattrapés par le succès. Ouais. c'est ça. Mais en Mais tout cas, voilà, attention à l'overdose de contenu. c'est vrai que c'est intéressant parce que après pour le coup en plus j'ai vu plusieurs vidéos où Gary Vee dit non mais moi en fait les gars je dis toujours la même chose. Il le dit ouvertement, il dit Ouais. ma thèse elle a pas changé, c'est la même depuis le Mhm. début. Il y a et puis après je pense qu'effectivement il y a un truc où moi je suis toujours abonné à sa chaîne mais je consomme beaucoup moins son contenu parce que pareil exactement la même chose que toi. À un moment j'étais à fond dedans, je me dis putain c'est top, c'est le feu machin et tout. Et puis au bout d'un moment, tu t'en émancipes parce que tu dis, bah déjà, tout le temps que je passe à regarder son contenu à lui, je passe pas à développer mon truc à moi. Donc, à un moment, il va peut-être falloir couper le cordon, quoi. Et deuxièmement, il y a aussi cet effet, comme tu l'as très bien dit toi-même, où bah, tu as un peu fait le tour de la question, quoi. Ouais. Après, tu vois, pour le coup, c'est un sujet dont j'ai pas mal parlé avec Romain Limois, tu sais, Ouais. qui a créé, qui continue de créer beaucoup de contenu, mais qui à un moment créé énormément de contenu. Il y a au Ouais. début de l'année, là, il faisait une vidéo par jour. Il a fait ça, Ouais, une je vidéo sais. par jour pendant 100 jours. C'est un C'est très bon exemple de ce huge. qu'on disait, hein. Parce que Voilà. moi, je t'avoue que ces vidéos, bah, Romain, je le connais un peu, on s'était rencontrés, j'aime bien ce qu'il fait, sa vision, etc. Et ces vidéos, j'en ai regardé genre deux trois. Mm, Et après, j'ai arrêté parce que enfin, je mm. pouvais Ouais. pas. Du coup, Mais je regardais vraiment, s'il y en a une qui sortait sur un sujet vraiment qui m'intéressait, je voulais avoir son point de vue là-dessus, donc je la regardais, mais j'ai dû regarder une sur 10, quoi. Hmm. Et enfin, on est très nombreux dans ce cas-là. Même moi, pour le coup, c'est un bon pote à moi, tu vois. J'arrivais pas Ouais. à suivre. Et il y a plein de gens qui me disaient, mais bah non, je l'ai pas vu la vidéo. Et exactement ce que tu décrivais tout à l'heure. Et du coup, même lui, au bout d'un moment, bah, tu commences à fatiguer. C'est normal. Tu peux pas sortir une vidéo de 5 minutes par jour, sauf si tu as quelqu'un comme Gary Vee qui te suit partout et auquel cas tu n'as rien à faire à part être toi. Et tu as quelqu'un qui Ouais. monte, qui filme, qui édite, qui Oui, machin, qui poste, etc. Parce que encore c'est autre chose. quand même hyper chronophage. Mais sinon, tu t'uses, tu t'épuises très vite. Et là, depuis, il est revenu avec quelque chose de différent, où il a son Ouais. podcast hebdomadaire, qui est beaucoup plus travaillé, qui est beaucoup plus long, où il va beaucoup plus loin, il fouille, il cherche, il consomme énormément de choses, il fait un gros travail de recherche, de synthèse, etc. Et tu vois que bah, déjà, l'engagement que tu demandes à ton audience est pas le même. C'est-à-dire que Ouais. ça demande moins, enfin, tu consommes plus facilement un podcast de 30 ou 45 minutes dans la semaine, une fois dans la semaine, que 7 vidéos de 5 à 10 minutes que tu dois te farcir, te connecter, machin, etc. Euh, donc ça, je crois qu'il a des très très bons retours sur le sujet. Mais Yes. effectivement, tu te rends compte au bout d'un moment que bah ouais, il y a peut-être un shift à avoir entre être présent partout tout le temps. Et pour le coup, Gary Vee est un peu responsable de ça parce que lui, il est là, mais faut que vous soyez partout. Il y a un nouveau réseau social qui sort, il Ouais. faut le tester. Lui, il a Va une faire des mentalité, je TikTok. crois. Ouais, non, mais tu vois, enfin, moi, il me dit, va faire des TikTok. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre sur TikTok? Je sais pas quoi leur dire, moi. Et, euh, et versus effectivement des mecs, bah, typiquement un gars que j'aime beaucoup et j'ai eu le même problème avec ce gars-là, c'est un Seth Godin par exemple. Oui. Il y a même lui, j'arrive, alors que ses articles de blog, ils sont souvent relativement courts, assez faciles à lire, tu vois. Mais même lui, j'arrive pas à le lire tous les jours. Son podcast, c'est pareil. Quand il est sorti, bah, j'ai tout écouté. Et puis au bout du 15e épisode, je me suis dit, bon, bah, peut-être, comme tu dis, il y a une offre de contenu qui est tellement pléthorique que tu dois faire des arbitrages et tu peux pas être à fond tout le temps pour tout le monde. Donc, c'est vrai on vit à une époque qui est magique parce qu'elle donne accès à la création de contenu à tout le monde et tu peux créer du contenu de qualité à moindre frais, hein, même juste ce qu'on fait là. Ouais. Zoom, un micro qui coûte 120 euros sur Amazon et puis ça y est, tu as lancé ton podcast, tu vois. Euh, mais ça veut aussi dire qu'il n'y a plus de barrière à l'entrée et donc du coup que tu te C'est ça. bagarres avec la terre entière, quoi. C'est ça. Et au final, tu vois, du coup, je commence de plus en plus à m'intéresser, à prôner aussi le slow content. Donc, en gros, Mm. publier moins. Pas forcément pour faire des choses plus quali, parce que, enfin, dans tous les cas, il faut faire des choses quali pour moi. Mais, tu vois, j'ai trois exemples sur trois formats différents. Si tu regardes ce que fait Stan Leloup avec Marketing Mania, ce que fait Alexis Michela avec Tribu Regardez. 1D, ce que fait, par exemple, Benjamin Perrin avec Plume with Attitude, que tu connais Mm. peut-être. Ouais. Tu vois, c'est trois formats différents, donc la newsletter, la vidéo, les podcasts.
C'est souvent des contenus très quali, très longs, très poussés. Et c'est une fréquence bah, aujourd'hui, c'est tous les 15 jours pour Plume et pour Tribune AD. Et Marketing Mania, ça dépend, on ne sait pas trop. Ouais. Mais en tout cas, je sais, tu vois, quand je discute avec quelqu'un qui est un peu dans cet écosystème-là, je lui dis, ah, t'as vu la dernière vidéo de Stan et Lou? Il me dit direct oui. Mm. Ou alors, ah ouais, j'ai vu que Alexis il avait reçu telle personne sur son podcast. Et, ah ouais, super, d'ailleurs, je trouve intéressant ça. Parce Mm. que là, tu vois que les gens consomment. Alors que si Alexis sortait un épisode tous les jours, bon, déjà, ce serait son job à temps plein. Mm. Si Stan Lenou commençait à peut-être avoir une grosse équipe avec plein de gens qui font des super vidéos comme il le fait là, mais une par semaine, pareil, tu vois, je pense qu'à un moment, les gens ils vont décrocher. Mm. Et c'est ça aussi, je pense, qui va les faire durer. Je pense à Stan Lenou, lui, ça fait quand même des années qu'il fait ça. Il grandit progressivement. Lui, au final, ce qui l'intéresse, c'est pas l'audience, c'est plutôt Ouais. ce que ça lui a rapporté sur ses formations, sur son business derrière. Mm. Et ça marche plutôt bien. Et aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui, je pense, peut se lasser de lui, vu que à chaque nouvelle vidéo, limite, il aborde un nouveau sujet, il change sa façon de traiter les grands sujets. Tu vois, il trouve des axes différenciants. On parlait de PNL tout à l'heure. Il a fait une vidéo de, Mm. je sais plus, une demi-heure, 1 heure sur PNL et leur marketing. Donc c'est super intéressant. Alors qu'effectivement, si tu commences à faire, après c'est plutôt une question de challenge, je trouve, une vidéo par jour pendant X jours ou un post LinkedIn par jour, etc. Mm. Ça, c'est limite plus des avantages perso, je trouve. Parce que là, tu t'améliores vite, tu as une marge de progression qui est forte. Et, euh, et du coup, tu comprends mieux qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, comment ça marche, tes algorithmes, etc. Mm. Ça, c'est plus limite une pratique égoïste, j'ai l'impression, parce que derrière, on va pas te suivre. Sur LinkedIn, à la limite, parce que les gens vont tomber sur tes posts. Par contre, sur Ouais. YouTube, ils vont voir passer tes vidéos, mais ils vont pas forcément avoir le temps de regarder. Et Puis puis la ouais, vidéo, encore une comment? fois, l'engagement est pas le Ouais, même, quoi. C'est-à-dire qu'un post LinkedIn, ça se lit assez vite. À ouais. la limite, de toute façon, tu es sur la plateforme, donc tu consommes du contenu. Le tien ou celui de quelqu'un d'autre, pourquoi pas. Sachant qu'en plus, maintenant, le contenu est pas, enfin, le display du contenu n'est pas par ordre chronologique, quoi. C'est vraiment, tu peux voir réémerger des trucs qui ont été publiés il y a 15 jours. Donc, du coup, c'est vrai que ça fausse un peu la donne. Après, moi, j'avais une question. Est-ce que tu penses que t'es pas obligé d'en passer par là dans la phase d'amorce, tu vois, au démarrage quand tu te lances? Est-ce que tu penses que quelqu'un qui sort un truc une fois tous les 15 jours, ça pourrait avoir le même impact et le même écho et sur le long terme, la même croissance versus quelqu'un qui à un moment va avoir une offre de contenu qui va être tellement importante qu'il en devient incontournable. Et tu vois, par exemple, tu parles de PNL, alors c'est très intéressant parce que moi j'ai bossé dans la musique avant de m'associer à Benjamin et Glenn pour monter Tirefest. Et j'ai toujours été fasciné par la trajectoire des artistes justement qui break. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu passes on va dire, le mec qui commence à performer gentiment dans l'underground à un truc hyper mainstream, tu vois. Et il y a eu une tendance à un moment, exactement la même chose que ce qu'on voit là sur la création de contenu plus professionnel, où tu avais des mecs comme Riles, je sais pas comment, ou Russ aux États-Unis, qui sortaient un morceau par semaine. Joule Et aussi. Jul qui sort il sort 4 albums par an, dont 2 qui sont dispo gratuitement. Enfin, le mec est complètement taré. Mais tu vois, je me demande s'il y a un moment, justement, j'écoutais une interview ce matin pendant mon petit déj de Russ, qui avait un partenariat avec une maison de disques et qui vient de revenir en indépendant et qui recommence à sortir comme il le faisait à l'époque, un morceau par semaine, parce que il s'est rendu compte que c'était le meilleur moyen de garder une audience hyper engagée, de continuer à grossir, de continuer à faire grossir sa communauté, etc. Donc je me demande, est-ce que tu penses que c'est un passage obligé à un moment pour être identifié, ou est-ce que tu penses qu'on peut avoir les mêmes résultats sur le long terme en étant plus mesuré? Euh, je pense que ça peut être un excellent accélérateur, un excellent tremplin, mais que c'est pas garanti. Moi, je connais plusieurs personnes qui ont tenté le truc, qui se sont dit je vais faire comme Antoine BM, je vais faire comme tout le monde et je vais faire une vidéo, un podcast ou une newsletter ou un truc, un contenu en tout cas par jour pendant tel jour et ça va décoller. Bah, parfois, ça décolle pas en fait. Et du coup, je pense qu'à la fin, tu dois être vraiment pas bien, quoi. Tu dois vraiment te dire est-ce que c'est moi que je suis vraiment mauvais dans ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai mal géré? Tu as intérêt à faire, je pense, une bonne introspection après et à analyser bien quel a été le problème. Parce que là, je pense que tu vas vite te sentir
tu vas vite perdre confiance en toi, quoi. Si tu te dis, j'ai fait tout bien, j'ai fait tout quali et quanti en même temps, et ça marche pas, là, c'est chaud. Mais sinon, je pense que ça peut marcher. Je pense qu'un contenu par jour, dans tous les cas, ça reste trop. Ouais. Ça reste trop. Par contre, un contenu par semaine, je pense que c'est pas mal. Euh, Ça dépend évidemment du contenu. Si on parle d'un podcast Thinkerview qui dure 3 heures Ouais. ou d'un post LinkedIn qui se lit en 2 minutes, évidemment, c'est pas pareil. Et puis aussi, il faut voir en fonction de ton audience. Qui est-ce que tu vises? Est-ce que tu vises des patrons de boîtes, des patrons d'agences, des CEO, etc., qui n'ont pas le temps de regarder des vidéos YouTube d'une heure? Tu vois, ils ont peut-être le temps d'écouter des podcasts dans les transports, etc. Ils n'ont pas forcément le temps de lire un article pendant une demi-heure, donc c'est chaud. Ou alors, est-ce que tu vises des étudiants? Les étudiants, ils ont énormément de temps pour consommer du contenu. Donc, au contraire, si tu leur proposes des choses longues et quali, ils vont vraiment plus se reconnaître dedans. Il me semble que Stan Leloup, justement, Antoine BM, tu vois, un peu les infopreneurs stars qui font des choses pas trop mal de temps en temps, euh, ils ont pas mal d'étudiants dans leur audience parce que c'est des gens qui ont le temps de consommer ce type de contenu-là. Donc voilà, tout est une question de cible, évidemment. C'est Ouais. le Ouais. marketeur qui parle. Euh, Après, je pense que si tu fais pas cette phase intensive, ça peut marcher aussi. Moi, j'ai commencé vraiment à faire du contenu de façon pas industrialisée, mais en tout cas vraiment à produire pas mal de contenu. Donc début 2019, article de blog, c'était un par semaine. Post LinkedIn, c'était au début, je crois, c'était ouais, plusieurs par semaine. J'ai jamais eu de planning édito personnel, en tout cas. Autant j'en fais pour mes clients, c'est important. Autant pour moi, je préfère laisser la spontanéité. Et je me rends compte qu'un post LinkedIn écrit en 10 minutes, alors que j'avais aucune idée juste avant, ça marche beaucoup mieux qu'un truc hyper léché avec Ouais. des ressources, machin. Enfin, je trouve que c'est pas forcément adapté. Ça peut marcher, mais c'est pas toujours idéal. Du coup, tu risques de perdre du temps là-dessus. Euh, et du coup, ça a décollé pas mal. Mes articles, ils ont plutôt bien marché. En tout, ouais, j'ai dû en sortir 50 Ok. sur à peu près un an. Bon, il y a eu des mini-pauses. Là, je suis en pause, par exemple, depuis 2 mois. C'était pas forcément prévu, comme c'est juste que j'avais plus vraiment de choses à dire sur les sujets que j'aborde d'habitude. Mhm. Donc, je vais peut-être reprendre avant l'été, peut-être après l'été, je sais pas trop. Euh, mais pour moi, c'est important de ne pas se forcer. Mhm. Et surtout, je vais conclure là-dessus, sur cette question-là. Il faut jamais se forcer. Si tu te forces à créer du contenu, ça va se voir tout de suite. Mhm. Ça va se voir parce que ça va être moins authentique. Tu vas avoir l'air un peu blasé surtout si on voit ton visage, si on entend ta voix. Même si on te lit, parfois, on peut se rendre compte que ce contenu-là, tu n'avais pas forcément vraiment envie de le faire. Tu l'as fait parce que le timing, parce que le rythme, parce que l'attente derrière de ton audience, ou même la pression que tu mets tout seul. Mhm. Et ça, je pense que c'est vraiment un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Tu vois. Enfin, si on prend l'exemple de la musique, encore une fois, il n'y a rien de pire qu'un artiste qui se sent forcé à faire un album. Alors Ouais. là, cet album, tu sais très bien qu'il va être horrible, quoi. Ouais, ouais, tu sens qu'il n'y a plus d'envie et que le mec est pas motivé. Après, c'est toujours un peu délicat de trouver la balance entre la discipline et la persévérance qui sont nécessaires pour accomplir à peu près tout et n'importe quoi, versus ton niveau d'énergie et l'engagement que tu es prêt à mettre dans ce que tu fais, euh, qui doit être suffisant pour pas que la qualité en pâtisse, quoi. Donc je pense que c'est un peu. Je pense qu'en plus, encore une fois, on vit à une époque où il y a beaucoup de le discours ambiant, t'en parlais un peu tout à l'heure, mais autour de voilà, faut que tu hustles un peu, tu es là tout le temps, il faut te bagarrer pour aller chercher ce que tu veux. Si tu veux être un winner, il faut que tu sois là tous les jours, tu te lèves à 6 heures, tu médites, tu prends une douche froide, tu fais 1 heure de sport, et puis après, tu commences ta journée de travail. Ah bah, Et en fait, tu te rends compte que, et je plaide coupable, hein, j'ai mes routines, mes machins, mes trucs. J'aime bien cette idée d'aller chercher la performance. Tu vois, je suis un peu comme ça. Je sais que c'est quelque chose qui me stimule pas mal. Mais il y a des moments où bah, j'ai plus d'énergie, quoi. Et le danger, c'est quand tu arrives à ce stade où tu t'écoutes plus. C'est-à-dire que tu es tellement rentré dans ce moule de te dire, ouais, mais il faut que j'avance, que quand tu approches doucement, mais sûrement du point de rupture, tu n'es pas capable de le voir et tu n'es pas capable de le reconnaître et que tu fais les choses plus par habitude ou parce que tu te mets la pression que parce que tu en as vraiment envie, quoi. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est dangereux et puis que surtout personne n'est dupe. Au bout d'un moment, les gens se rendent bien compte que tu fais les choses plus parce que tu dois les faire que parce que tu en as envie, quoi. Et c'est marrant parce que pour faire l'analogie avec le monde du salariat en général,
quand on sait, on connaît un peu les chiffres de l'engagement au travail. Moi, je travaille souvent sur ces sujets-là pour des clients, sur le bien-être au travail, l'engagement, la reconnaissance, etc. Et du coup, il y a l'immense majorité des collaborateurs en France qui ne se sentent pas impliqués, Mhm. se sentent pas engagés, qui font ça, qui ont souvent leur job, quel qu'il soit, hein, que ce soit des jobs compliqués et durs ou des jobs en start-up, super, tout est mignon, c'est souvent quand même alimentaire. Mhm. Et si ils n'avaient pas de. Si d'un coup tu leur disais, voilà, je te donne 1 million d'euros, tu n'as plus besoin de travailler, est-ce que tu continueras à faire ça? Ils vont pas te répondre oui. C'est une minorité qui sont vraiment impliqués. Et ça, on a tendance aussi à l'oublier. Tu vois, on est un peu dans cette culture aussi, dans cet écosystème où il y a beaucoup cette croyance, oui, le travail, ça doit devenir ta passion, etc. Sauf que c'est pas du tout ouvert à tout le monde. C'est comme penser que le freelancing concernera tout le monde dans quelques années. C'est hyper biaisé comme vision. Évidemment que nous, sur LinkedIn, partout, tu as l'impression que tout le monde devient freelance. Mais je pense pas que les flics, les profs, Ouais. je sais pas, les ingénieurs, enfin, non, très mauvais exemple, je sais pas, les chauffeurs, Boulanger, agriculteur, tout ce que tu veux, voilà, tu peux avec pas. l'agriculteur, surtout que, enfin, il y a un vrai changement, tu vois, là, on est dans la société de services depuis quelques années, la tertiarisation, etc. Mhm. Et là, il y a de plus en plus un retour à la terre, avec de plus en plus de cadres, d'entrepreneurs qui redeviennent boulangers, menuisiers, qui veulent retourner aux travaux manuels. Et puis même, on a un vrai, pour, pour comment dire, transitionner un peu vers l'écologie, etc., on revient aussi à l'agriculture, à la permaculture, à tout ce qui est à la terre, en fait, tout Mhm. simplement. Ça, on va devoir y retourner parce que là, on est trop allé, je trouve, enfin, je trouve, c'est pas mon avis, hein, c'est l'avis du consensus scientifique, vers la technologie, le service, la consommation. Dématérialisation, ouais. Ça. Et tout ça, ça consomme énormément de ressources. Et on doit retourner un peu plus vers le pratico-pratique, vers les travaux plutôt manuels et le concret, quoi, au final. Parce que, Ouais, ouais, et puis des choses qui sont plus en phase avec peut-être notre rythme naturel aussi, tu vois. aussi, ouais. Je pense à, enfin, je pense à toutes les sollicitations constantes qu'on peut avoir, tout le temps qu'on passe sur nos téléphones, la manière dont les applications sont construites pour nous accrocher et qu'on devienne addict, le fait qu'on soit de moins en moins capable d'avoir une discussion face à face sans prendre à un moment ou à un autre son téléphone pour regarder si on n'a pas des notifs ou des choses comme ça. Tout ça, ça n'a rien de naturel, quoi. C'est des choses, c'est des constructions, mais qui vont pas dans le sens et qui sont pas cohérentes par rapport à la manière dont nous on est structuré en tant qu'individu et qu'espèce, quoi. Donc c'est vrai que c'est des questions qui sont intéressantes et qui, je pense, vont impacter au-delà de la manière qu'on peut avoir de consommer aussi les modes de vie d'une manière générale, quoi. Et c'est très bien. Je pense qu'on gagnera tous à revenir à quelque chose de plus simple et de plus concret. Yes. Euh, bon, bah écoute, je pense que c'est une belle conclusion pour finir Belle notre ouverture. échange. Ouais, une belle ouverture, voilà, une belle ouverture, parce que c'est vrai il y a encore tout à faire de ce côté-là. Mais je voulais te remercier d'avoir accordé une bonne heure de ton temps, parce que mine de rien, je crois que ça fait à peu près 1 heure qu'on discute. Et, Ok, euh, sympa. C'était un et, plaisir. et évidemment, je mettrai les liens vers ton site, ton profil LinkedIn, tout ça, si les gens Ok. veulent aller voir ce que tu fais, tes articles ou tes publications sur les différents réseaux, ce que je vous invite tous à faire. Euh, et puis, bah, écoute, je te remercie encore de toutes ces brillants éclaircissements et d'être revenu avec nous sur ton parcours. C'était très cool. Bon, bah, trop cool. Merci à toi en tout cas pour l'invitation. J'espère que ça peut être utile à d'autres. Et puis, bah, bon courage à toi pour la suite de ce beau projet. Merci à toi aussi. Ciao. Ciao.